camarades humains et camarades non humains. Alors, oh bah écoutez, je viens de passer une demi-semaine, une moitié de semaine formidable, et même un petit peu avant, quelques jours avant, c'est presque une semaine que je viens de passer, sans regarder la télé et sans aller sur Internet, et en passant le plus de temps possible à lire et avec mes amis. Et franchement, c'est formidable. Je me sens très très bien, je me sens sereine, je me sens ressourcée, je me sens heureuse. Merci mes amis, merci les livres, merci la vie. Bon, eh ben, je vais commencer par une petite lecture d'un extrait d'un livre que je suis en train de lire du professeur Roland Gori. Ça s'appelle « La fabrique des imposteurs ». Je vais vous lire un extrait des pages 75 et 76. Ce pouvoir qui englobe aujourd'hui l'ensemble de nos pratiques sociales dans les raies de sa foi en la religion du marché, a trouvé dans les dispositifs de l'évaluation le savoir et la technologie dont il a besoin pour transformer les règles de la finance en forme de vie. En effet, le pouvoir politique ne va pas ouvrir des débats citoyens sur les grands chantiers sociaux, économiques ou politiques. Il ne va pas davantage imposer ouvertement une censure des opinions ou des médias, une ligne de conduite aux fonctionnaires ou un changement de leur mission. Il va progressivement et insidieusement mettre en place des politiques ou des changements de politique par le biais de dispositifs formels qui contrôlent et normalisent le travail du fonctionnaire, les missions des services publics, l'activité des écoliers, les pratiques professionnelles des enseignants, celles des travailleurs sociaux, des médecins, des journalistes et des universitaires. De la même façon, il ne va pas supprimer la sécurité sociale ou modifier ouvertement sa politique fiscale, mais il va procéder à un démantèlement et à une recomposition de leurs dispositifs normatifs qui rendent possible le fonctionnement de leurs services et des acteurs concernés, les conditionnant intégralement dans de nouvelles formes de vie. Le maillage du système normatif actuel a atteint un tel degré que le pouvoir détient les moyens d'un changement de politique ou d'une transformation des mœurs sans précédent, en restructurant les relations de pouvoir au sein d'une société de manière radicale, tout en escamotant la nature politique de ces changements, en esquivant le débat politique et citoyen, en présentant simplement ces changements politiques comme de purs et simples aménagements techniques. L'informatique a donné à ces dispositifs normatifs une puissance sans pareille du système technicien qui permet, sous couvert de bonne gestion, de commodité et d'équité pratique, de procéder à un contrôle et à une normalisation extrême des actes, des conduites et des segments de l'existence de tous les professionnels et à terme de tous les citoyens. Je m'arrête là. Oui, on y est et c'est pas rassurant. Mais nous allons résister. Hors de question de collaborer à cette entreprise mortifère. Ici, je vais commencer. Hop là! Je vais enlever le premier voile. Voilà. Hop. Voilà. Tiens, c'est très curieux ça. Et voilà, le voile bleu. Tac, tac, tac. Le voile bleu.
Texte numéro 1. Quand j'habitais à Langrune-sur-Mer, 11 rue Abbé-Roland, en 2013, j'ai écrit « Mes racines et mes branches ». Je vécus essentiellement concentré sur le présent. Pendant plusieurs années, je ne fus plus capable d'éprouver des sentiments profonds. Je ne fus plus capable d'entendre battre mon propre cœur. Je ne ressentis la tristesse et la joie qu'à la surface de mon être. Je fus comme dans un état comateux. Le jour où des souvenirs de mon enfance se sont imposés à ma conscience et m'ont profondément bouleversée, j'ai eu la sensation de renaître. Tous mes proches m'ont dit qu'ils ont eu l'impression, à ce moment-là, de me retrouver, comme si je n'avais plus été réellement moi-même. Je m'étais perdue de vue. Pouvons-nous vivre dans le passé ou dans le futur? Combien de temps dure le présent? Combien de temps avons-nous vécu en enfance? Tourner les pages d'un livre seulement dans un sens. N'avoir plus le droit de lire tous les chapitres de notre propre histoire. C'est probablement restreindre la possibilité d'en écrire de nouveau. C'est être comme un tronc d'arbre, sans racines et sans branches. Être empêché de se remémorer, de penser, de rêver, d'imaginer autant que l'on en ressent le besoin. Est-ce vivre? Aujourd'hui, hier et demain sont unis. Et si l'effondrement avait déjà eu lieu? Extrait. Simone Veil évoque cet effondrement que la France a subi au moment de sa défaite, en juin 1940. Elle est tombée, dit-elle, tel un arbre dont les racines étaient entièrement rongées et qui est tombé au premier choc. Elle en accuse la civilisation moderne qui détourne les humains de leur passé pour ne penser qu'à l'avenir. Illusion dangereuse que cette pensée d'un avenir sans racines. L'avenir ne se construit qu'avec la sève des expériences du passé. Ce déracinement des temps modernes a pris, nous dit encore Simone Veil, en Allemagne, une forme agressive. En France, celle de la léthargie et de la stupeur. La pensée, anéantie par les formes modernes du travail et les divisions sociales qu'elle requiert, nous cheville au piquet de l'instant. Sans la racine spirituelle de la révolte, aucun secours n'est à espérer. L'effondrement aura lieu comme événement terrestre, car il aura déjà eu lieu comme événement symbolique. Roland Gori. De l'amour. Alors, Almitra dit « Parle-nous de l'amour ».
Il leva la tête et regarda la foule sur laquelle un grand silence s'était abattu. D'une voix assurée, il dit « Quand l'amour vous fait signe, suivez-le, bien que ses chemins soient raides et ardus. Et quand il vous enveloppe de ses ailes, cédez-lui, même si l'épée cachée dans ses peines vous blesse. Et quand il vous parle, croyez en lui, même si sa voix brise vos rêves comme le vent du nord dévastant un jardin. Car si l'amour vous couronne, il vous crucifie aussi. Et s'il est pour votre croissance, il est aussi pour votre élagage. De même qu'il s'élève à votre hauteur pour caresser vos plus tendres branches frémissant dans le soleil, il descend jusqu'à vos racines et les secoue de leur adhérence à la terre. Tels des gerbes de blé, il vous ramasse et vous serre contre lui. Il vous vanne pour vous dénuder. Il vous tamise pour vous libérer de votre enveloppe. Il vous pile jusqu'à la blancheur. Il vous pétrit jusqu'à vous rendre malléable. Puis il vous assigne à son feu sacré, afin que vous deveniez pain sacré au festin sacré de Dieu. Tout cela, l'amour vous le fait subir, afin que vous connaissiez les secrets de votre cœur, et au travers de cette connaissance deveniez fragments du cœur de la vie. Mais si puisillés, vous ne recherchiez que la paix de l'amour et sa volupté, mieux vaudrait pour vous couvrir votre nudité et sortir de l'air de l'amour pour pénétrer dans le monde sans saison, en lequel vous rirez, mais pas de tout votre rire, et pleurerez, mais pas de toutes vos larmes. L'amour ne donne que de lui-même et ne prend que de lui-même. L'amour ne possède pas et ne saurait être possédé, car l'amour suffit à l'amour. Lorsque vous aimez, vous ne devriez pas dire « Dieu est dans mon cœur », mais plutôt « Je suis dans le cœur de Dieu ». Et ne croyez pas qu'il vous appartienne de diriger le cours de l'amour, car c'est l'amour, s'il vous en juge digne, qui dirigera le vôtre. L'amour n'a d'autre désir que de s'accomplir. Mais si vous aimez, et ne pouvez échapper au désir qu'il soit ceci, vous dissoudre et être comme l'eau vive d'un ruisseau, chantant sa mélopée à l'amour, connaître la douleur d'une tendresse excessive, recevoir la blessure de votre conception de l'amour, perdre votre sang volontiers et avec joie, vous réveiller aux aurores, le cœur aimé, et rendre grâce pour une nouvelle journée d'amour. Vous reposez à l'heure du méridien et méditez l'extase de l'amour. Revenir à votre foyer le soir avec gratitude, pour vous endormir avec au cœur une prière pour l'être aimé et sur vos lèvres un chant d'amour. Khalil Gibran, extrait de Un prophète et son temps.